Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil. Et aujourd'hui nous allons parler du grand Dune deuxième partie. Mais alors, avant de parler précisément de ce film et de ce que j'ai pensé du film, j'avais envie d'abord, pour une petite mise en bouche, pour une petite mise en matière, j'avais envie de vous parler de mon avis de Dune partie 1, puisqu'au final je me suis dit non, je vais pas en faire une critique, je vais en parler un petit peu dans cette critique parce que voilà, c'est quand même ça va être plus pratique en étant bien sûr très synthétique, pardon. Et alors c'est vrai que moi Dune le premier m'avait beaucoup impressionné effectivement par sa technique, mais par contre m'avait laissé plutôt indifférent et m'avait laissé de marbre sur son intrigue et ses personnages. Je trouvais que l'univers et ses personnages étaient beaucoup trop froids, un peu à l'instar de tous les éléments du film qui sont très... On est dans une grande sobriété dans l'utilisation que ce soit dans les différents décors, dans les différents accessoires, dans les différents types de plans. On a vraiment une esthétique très froide, très sobre, mais dans l'excès. C'est-à-dire que tout est clean, tout est vraiment clean, tout est chiadé, tout est bien précis, bien millimétré. Mais du coup, moi j'ai eu du mal à m'attacher vraiment au personnage et à l'univers, notamment aussi parce que je trouvais que le film, au final, teasait beaucoup de choses, mais ne racontait pas tellement de choses, tant le film n'allait pas au bout des choses, n'allait pas vraiment dans le sujet, ça allait pas du tout à fond dans ce que ça voulait dire. Vraiment, quand le film s'était terminé, j'étais extrêmement frustré parce que je me disais ok, tant que j'ai pas la suite, je saurais pas quoi penser de ce film. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vu la deuxième partie, j'arriverai beaucoup mieux à apprécier cette première partie. J'ai rematé la partie 1 avant de mater la 2, histoire de vraiment me remettre dans le bain, parce que j'avais jamais revu le film depuis sa sortie en salle. Et donc maintenant, effectivement, déjà ça a été bénéfique pour la partie 2, mais maintenant je sais que, maintenant que j'ai vu la partie 2, je vais beaucoup mieux apprécier ce film, parce que c'est effectivement deux moitiés. C'est-à-dire que quand la partie 1 se termine, c'est vraiment le début, limite, de la vraie histoire. C'est le début du périple, de l'histoire de vengeance, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que voilà, j'étais en mode, mais je suis pas du tout rassasié de ce que vous m'avez donné. Oui, c'est extrêmement beau. Oui, le désert est à couper le souffle, que ce soit au niveau du rendu des plans dans le désert, tout comme de ces énormes vers qui sont vraiment très impressionnants et enfin, dans la mise en scène, ça rend très très bien. Mais par contre, vos personnages, moi je m'y suis pas attaché. Le héros, notamment Paul, en tout cas dans la partie 1, je m'y suis pas vraiment attaché parce qu'il est très froid, et puis voilà, il est quand même assez rapidement, on va dire, endoctriné par sa mère. Voilà, il a cette espèce de passage chez les sorcières qui va lui débloquer une sorte de dons de vision qui vont l'assombrir, qui vont le faire devenir complètement un panette et tout, etc. Et ça, mine de rien, ça arrive assez tôt dans le film. On n'a pas eu trop le temps, je trouve, de nous attacher au personnage avant qu'il commence à un peu vriller, etc. Je vais faire beaucoup de comparatifs avec Star Wars, et notamment avec Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, avant qu'il vrille, avant qu'il ait ses premiers moments d'instabilité, on a quand même eu une longue attache avec lui via l'épisode 1, pour moi, le côté Dark Vador, tu commences à l'apercevoir milieu de l'épisode 2. Mais t'as eu tout l'épisode 1 et une grosse partie de l'épisode 2 pour t'attacher à son tempérament, à ce qu'il est, etc. Tandis que dans la partie 1, enfin dans Dune partie 1, le moment où tous ces dons vont commencer à le changer, ça arrive quand même assez vite. Et ce qui fait que
j'ai à peine eu le temps de m'attacher au héros que déjà il est en phase transformation, il est en phase, je suis en train de devenir encore plus froid que froid, et donc moi ça m'avait pas mal gêné, je m'étais pas trop attaché à Paul, je dois bien l'avouer, et puis même à tous les autres personnages, le père, de Paul est très intéressant, mais pareil, très vite il disparaît, mine de rien. Donc voilà, tout ça pour dire que le 1, c'est pas que j'ai déprécié le film, c'est plutôt que pour moi c'est 2h30 de teasing. Ça tease le don de voyance des sorcières, ça tease le peuple du désert, ça tease l'empereur, ça tease les différents conflits avec les maisons, ça tease la famille du baron. Voilà, ça tease des choses, mais ça ne rentre pas concrètement dans ce qui se passe. Et je trouve aussi que le rythme n'aide pas trop non plus à s'y attacher, parce que entre le moment où il y a, on va dire, l'élément déclencheur de la famille Atreides qui se fait attaquer et la fin, il y a quand même... Enfin, à partir du moment où la famille Atreides se fait attaquer, il reste encore 1 heure derrière, et c'est vrai que c'est 1 heure durant laquelle il se passe pas tant de choses, hormis de la fuite, hormis c'est le Paul et sa mère qui fuient, et c'est vrai que je trouvais que il se passait pas grand chose durant cette dernière heure, si ce n'est du contemplatif, si ce n'est de l'immersion dans le désert, oui, mais concrètement, je trouvais que ça racontait pas grand chose. En tout cas, c'est mon avis sur la partie 1, qui m'avait laissé un petit peu chafouin, mais parce que il me faut la suite. Tu vois, c'est pas comme le Seigneur des Anneaux. Quand tu mates le premier, la communauté de l'anneau, t'es quand même rassasié, parce que oui, l'histoire est pas du tout finie, elle est loin d'être finie, c'est le véritable périple de Frodon, on va dire, commence vraiment quand il est avec Sam. Avant c'était une mise en bouche, et là c'est son vrai périple, mais t'es quand même rassasié dans la communauté de l'anneau, dans tout ce qui se passe, dans toutes les péripéties. T'as quand même appris beaucoup de choses sur les hobbits, sur le fonctionnement du monde, sur le fonctionnement du méchant, sur comment il pense, sur ses différents sbires, tu t'es quand même attaché à beaucoup de personnages de la communauté. Enfin, voilà, ça t'a raconté des choses. Alors que d'une partie 1, j'ai plus l'impression d'avoir vu une moitié de film qu'un film entier, quoi. C'est un peu l'impression que j'en avais eu. Mais maintenant, on va passer au deuxième film, on va passer à Dune partie 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors d'abord, on va résumer un petit peu l'intrigue, ça va être très rapide, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose, je trouve, à résumer du film, parce que sinon on rentre assez vite dans le spoiler, je trouve. Mais donc le film se passe juste après la première partie, on retrouve Paul Atreides, qui s'unit à Chani, donc Zendaya, et aux Fremen, le peuple de la forêt, du désert. Voilà, il s'unit à eux pour tenter de mener une révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Mais voilà, durant son périple au sein des Fremen, il va se mettre à être hanté. Paul va être hanté par beaucoup de sombres prémonitions qui vont lui faire comprendre que s'il se dirige vers une certaine partie de la planète de Arrakis, eh bien, il risquerait de plonger l'univers dans une sorte de désespoir. Et donc, il va être confronté à un dilemme. Donc, choisir entre l'amour qu'il peut ressentir pour Chani, pour le peuple Fremen, etc., et le destin de sa famille, de l'univers, voilà, à un moment donné, il va être un petit peu pied au mur, enfin, dos au mur, pardon, pied au mur, n'importe quoi le mec, où il se dit, bon bah voilà, il faut qu'on gagne la bataille contre le baron, mais le truc c'est que là, on est en difficulté, il faudrait que j'aille dans cette partie reculée d'Arrakis pour venger ma famille et pour sauver la planète, mais malheureusement si je fais ça, je sens que quelque chose de très mauvais va arriver me concernant. Voilà, ça c'est pour le synopsis, parce que vraiment il n'y a pas grand chose de plus, on va dire, sinon c'est un petit peu
trop précis. Bah c'est simple. Ce film, il va... Alors, je vais pas dire qu'il va corriger toutes les erreurs, entre guillemets, du premier, mais en tout cas, une grosse partie. Et ce film m'a donné l'impression que, mais bordel, ok, le 1, c'était un apéritif, voilà. C'était la petite entrée, là, voilà, pour te préparer, voilà, te mettre en bouche. Et le 2, bah, c'est le plat principal, c'est le repas. C'est, voilà, tu vas bouffer. Là, je vous ai mis un peu en bouche, mais là, tu vas bouffer. Là, tu vas juste bouffer. Que ce soit dans le rythme, dans la narration, dans les personnages, dans l'action, rien à voir avec le 1. Là, honnêtement, cette deuxième partie mais surclasse en tout point le premier film. Déjà, par un détail très con, c'est que le film va démarrer effectivement sur Paul au milieu des Fremen, et on va être sur quelque chose de beaucoup plus intimiste. Là où dans le 1, on était quand même dans une ambiance assez froide, où on restait assez, on va dire, éloigné, et on n'allait pas véritablement dans le fond des choses, on n'allait pas véritablement dans l'intimité de sa famille, du personnage, etc. Là, on va être pendant un long moment dans les coutumes des Fremen, dans leur manière de penser, de fonctionner, de comment ils vivent, comment ils survivent, comment ils comptent mener la guerre. On est beaucoup plus au centre des personnages, beaucoup plus avec Paul, avec le héros et avec sa mère. Et ça, mine de rien, bah voilà, voilà, c'est simple. Au bout de même peut-être une demi-heure de film, je me suis dit mais ça y est. Enfin là, je ressens des personnages. Là, j'ai vraiment eu des dialogues qui m'ont parlé, qui m'ont pas teasé des choses. Ça m'a vraiment montré des relations de personnages. Ça m'a vraiment construit une relation entre plusieurs éléments, plusieurs personnages. Là, je m'attache. Là, j'arrive à m'attacher à des personnages. Donc déjà, c'était un très grand point pour moi, parce que moi, c'est ce qui me faisait peur. C'était une de mes craintes de la suite, c'est-à-dire que je me suis attaché à quasiment aucun personnage dans le 1. Donc, est-ce que les retrouver dans le 2, ça va me faire quelque chose ? Eh bien oui, effectivement, là, j'ai beaucoup plus ressenti d'attache pour plusieurs personnages, en bien comme en mal. C'est-à-dire qu'il y a des personnages bons et des personnages moins bons dans leur façon de fonctionner. Et dans les deux camps, on va dire, je grossis volontairement les traits, j'ai ressenti une vraie écriture et une vraie attache. Je me suis vraiment projeté dans plusieurs personnages. Ce qui est aussi très impressionnant dans ce film, c'est qu'il y a des passages de mise en scène qui sont bluffantes. Vraiment, ça faisait longtemps qu'un blockbuster ne m'avait pas autant impressionné sur son gigantisme, sur son côté épique, sur le côté... Là, tu es en train de mater un grand spectacle, tu es en train de mater une vraie saga. Et en vrai, je me suis senti très excité, en fait, en sortant de la salle, parce que je me suis dit, c'est simple, je viens d'assister à, la continuité d'une grande saga. Tout comme c'était le cas avec Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Star Wars, ces blockbusters qui ont profondément bouleversé l'industrie du cinéma et notre conception du cinéma, et ben j'ai eu l'exact même ressenti. Je me suis pris la claque de ok, là je viens de voir un film puissant qui va mettre tout le monde d'accord et qui va complètement changer la vision qu'on peut avoir de films à énorme budget. Moi c'est vraiment ce ressenti que j'ai eu. La mise au point, ça va toi ? C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Tellement j'ai vu tellement il y avait de scènes ahurissantes, que ce soit en fait dans des moments grandioses comme des moments moins grandioses, mais qui pourtant racontaient quelque chose. C'est-à-dire que ce soit dans les batailles, tout comme dans l'éveil d'un personnage.
C'est ça aussi qui est fou, c'est qu'il n'y a pas uniquement dans les batailles que je me suis dit waouh, mais grosse claque, c'est fou et tout. Non, il y a vraiment des phases avec certains personnages qui sont dans on va dire dans une caverne, qui sont dans un endroit beaucoup plus clos, beaucoup plus intimiste, mais qui pourtant vont dégager une profonde énergie, qui vont via l'image, via des jeux de flou, via des jeux de lumière et via des jeux d'acteurs bien sûr, et via la musique, il y a vraiment des passages où tu te dis oh là 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 là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est fort ce qu'on est en train de nous raconter. C'est épique, c'est grand, c'est grandiose, mais dans la confrontation des personnages, comme dans des batailles. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène aussi qui m'ont beaucoup parlé. Par exemple, à un moment donné, il y a un énorme vaisseau qui va survoler une ville. Et en fait, ce vaisseau, il est tout de verre. Toute la structure du vaisseau est composée de verre. Et ce qui fait que quand le vaisseau va passer au-dessus de la ville, tu vas avoir tout le reflet de la ville et du désert qui se reflète justement sur le verre du vaisseau, ce qui donne une composition de cadre magnifique, parce que du coup, tu es tu es face au vaisseau qui avance, et en fait, tu vas avoir le reflet de tout ce qui se passe autour et de tout ce qui se passe en dessous via le mouvement du vaisseau, et ça c'était très 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 beau. Et il y a plusieurs plans comme ça d'idées de mise en scène, que ce soit via des silhouettes dans le désert, comme des jeux de flou, comme des jeux de lumière sur plein de choses. Il va y avoir des moments où voilà, les dunes vont cacher vont cacher certains éléments, via des marches assez épiques, via des assauts, des explosions, via... Enfin voilà, il y a tout un tas d'idées de mise en scène qui étaient grandioses. Aussi via le son, c'est-à-dire que voilà, on est effectivement sur des personnages qui, on le voit de toute façon dans la partie 1, il y avait un peu de ça dans la partie 1, effectivement, ce côté un peu sorcier, qui en fait arrive à rentrer dans la tête des personnages via leur pouvoir, via leur aura, qui arrive un petit peu à mettre des moments de panique chez les gens, chez les autres, via leur pouvoir. Il y a ça aussi beaucoup de fois, et c'est hyper efficace. Enfin, je trouve que ça marche trop bien. Je trouve que ça marche trop bien. C'est un film qui en plus est assez osé au niveau du rythme, donc je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement bénéfique pour le cinéma qu'un blockbuster comme ça fonctionne, parce que je crois qu'il cartonne au box-office, et c'est vraiment un grand soulagement, parce que ce film, il est assez osé sur son rythme. C'est-à-dire que on va passer beaucoup de temps dans le désert, dans des phases où il ne se passe, entre guillemets, pas grand-chose, parce que on va être très dans traversée de désert, discussion dans des grottes, dans des camps, etc. Donc un rythme assez posé, mais qui pourtant va prendre une partie très importante du film. On va dire, grosso merdo, on va dire les 2 tiers du film sont assez calmes. En fait, il y a un premier tiers très calme, un deuxième tiers assez manigance, on va un petit peu élargir, mais ça reste quand même assez calme, et un dernier tiers, à peine, qui est très centré action, mais qui va aller très vite. C'est-à-dire que là où dans les phases calmes, dans le désert, etc., le réalisateur va tout nous montrer, dans la phase de bataille, dans le climax du film, il va y avoir beaucoup d'ellipses. J'ai été extrêmement surpris de comment se déroule le climax de ce film. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, j'irai pas trop dans le détail pour ne pas spoiler, mais ça m'a pris beaucoup à contre-pied, parce que souvent, les scènes de bataille dans les blockbusters, on va avoir tendance à tout détailler, à tout voir, le débarquement, la bataille au sol, ensuite les héros qui se faufilent, etc., pour petit à petit atteindre son but. Mais là,
le climax de ce film n'a pas du tout ce rythme-là. Et du coup, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. C'est osé, en fait, de nous proposer 1h30, 2 heures de calme et la partie bataille, enfin, de préparation de bataille, entre guillemets. Et une fois qu'on est dans la bataille, ça va très vite. Il y a des choses qui sont ellipsées, il y a des choses que tu ne vois pas. Alors peut-être qu'il existera une version longue, j'en sais rien, mais en tout cas, je doute que ça rajoutera beaucoup de cachet à ce que je raconte. Mais c'était très étonnant. C'était très étonnant, et j'ai trouvé ça très appréciable personnellement. Je pense que ça en frustrera certains. Moi, ça m'a pas frustré parce que du coup, je me suis dit, ok, c'est bien, on va à l'essentiel, en fait. On perd pas trop de temps avec des rebondissements à gogo, etc. Non, on va à l'essentiel. Il y a un camp qui a une supériorité sur l'autre, donc bah, c'est normal qu'en fait tout aille vite, et c'est bien parce que ça nous permettait de ne pas trop nous échapper des intrigues entre certains personnages. Et donc ça, j'ai trouvé ça osé, parce que du coup, tu peux dire, bon bah c'est bien, comme ça le public peut s'habituer à une autre forme de narration. J'ai trouvé ça très très chouette. J'ai été bluffé du jeu d'acteur de Timothée Chalamet. Autant dans le 1, encore une fois, il m'avait laissé assez de marbre. Je le trouvais chouette, mais sans plus. Là, il est pas chouette. Il est pas fort. Il est grandiose. Il est magistral. Timothée Chalamet, dans ce film, j'ai découvert un acteur. J'ai découvert un... Là, c'est sûr. Hein. Là, c'est l'ascension. Ne cherchez pas plus loin. Alors, il a joué dans Wonka aussi. Il était pas mal dans Wonka, mais... Voilà, sympathique quoi. Mais là c'est sûr, après un tel film, le Timothée là, mais il est parti. Hein. C'est un peu l'équivalent de Titanic pour Leonardo DiCaprio, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le blockbuster qui va le propulser, c'est une évidence pour moi. Tellement il prend toute la place, mais vraiment toute la place quand il est à l'écran. Et Denis Villeneuve a vraiment su, de par la mise en scène, mettre le plus en avant possible le talent d'acteur de Timothée Chalamet, et c'est jouissif en fait quand tu as devant toi un acteur qui est très fort, parce que il s'agit pas de ça suffit pas d'avoir un acteur qui joue très très bien, il faut aussi que la mise en scène derrière mette en valeur et n'écrase pas ce talent. Et bah là, ce film vraiment met systématiquement en valeur son génie d'acteur, et c'est grandiose quoi. C'est grandiose parce que encore, je le disais en début de critique que j'allais beaucoup comparer ce film à Star Wars. C'est le cas, c'est-à-dire que là c'est un peu moi je trouve qu'on a un peu l'équivalent d'un nouvel Anakin Skywalker, c'est-à-dire une nouvelle figure emblématique du cinéma, un nouveau protagoniste qui vraiment, via son déchirement émotionnel et psychologique, va se transformer vers une puissance, vers un développement qui va beaucoup marquer, je pense, et qui va être une sorte de nouvelle référence en fait. Pour moi, c'est une évidence. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer après. Ça, c'est quelque chose, pareillement, qu'il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont fait cet effet-là. De ce que j'ai compris, le 3e est en écriture, c'est quasiment sûr qu'il va sortir, et vu de toute façon le succès au box-office, je vois pas comment il pourrait en être autrement, personnellement. Pas sûr qu'il y en ait d'autres. Je crois que Denis Villeneuve avait partagé avait partagé le fait que il voulait pas faire durer trop il voulait pas être aux commandes trop longtemps de cette saga. Donc on va dire qu'il va y en avoir un 3e, et après peut-être ce sera fini. Mais vraiment, c'est l'une des rares fois où je n'ai aucune idée de ce que va être la suite. La fin du film te plonge dans une incertitude fulgurante, et en fait, c'est typiquement le genre de choses que j'aurais pu ressentir si Star Wars était sorti dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pas 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, j'essaye de me mettre en tête, imaginons ce qu'on ressentirait si
Si les Star Wars 4, 5, 6 n'existaient pas, imagine la revanche des Sith, tu te termines sur l'épisode 3, sur Anakin qui devient Dark Vador, sur l'ordre Jedi qui a été annihilé, l'avènement de l'Empire et tout, et tu te dis, imaginons que la suite n'existe pas. Mais comment tu conçois la suite d'un tel épisode? Tu te dis, mais comment tu te dis, mais c'est quoi la suite de l'histoire? Enfin, il n'y a plus de héros, les méchants ont la main mise sur tout, tout a été déstructuré, tout ce qu'on nous a expliqué pendant 3 films, c'est parti en fumée. Et bah j'ai eu un peu ce même ressenti à la fin de ce film. J'étais en mode, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe après? Je n'en ai aucune idée, et ça m'intrigue terriblement. Vraiment, je suis en mode... oh là là, j'ai hâte. J'ai trop hâte de savoir ce qui peut se passer après, parce que je suis trop intrigué, là. Je suis en mode, j'adore ne pas savoir, ne pas pouvoir prévoir ce qui va se passer. Je trouve ça fabuleux. Ce que j'ai trouvé fabuleux aussi, on va rester un petit peu dans le côté réalisation, c'est le fait que j'ai eu l'impression de voir plusieurs films en un. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, il y a la phase de bataille, il y a une phase d'exploration, il y a une autre phase qui se passe sur une autre planète. Je vais rester très évasif pour pas trop vous spoiler, mais j'ai eu l'impression, l'espace d'un moment, de complètement quitter le film et d'aller dans autre chose, limite dans un spin-off, mais surtout dans un autre type de film. De par des jeux, on va dire, de couleurs et de mise en scène, j'ai eu l'impression qu'on me proposait un autre film dans le film. Qu'il y avait un autre réalisateur qui s'est dit, bah attendez, moi je vous propose ça. J'ai eu cette impression tellement, et encore une fois, ça, je félicite cette prise de risque de narration, parce que ça peut vraiment déboussoler. Mais moi j'adore en fait être déboussolé, mais de manière pertinente et de manière bien faite comme ça. Je trouve ça absolument génial, je trouve ça absolument grandiose d'oser des choses comme ça, tu vois. Voilà, le gars il a beaucoup de budget, donc voilà, il peut faire des choses grandioses, mais il les fait bien. Donc je trouve ça... j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a eu en fait des moments où j'ai eu une sorte d'impression de Star Wars Game of Thronesisé. C'est-à-dire avec un côté politique, un côté complot, un côté un petit peu enquête complot qui m'a beaucoup plu personnellement. Et ça encore une fois c'est très appréciable, parce que tu vois, c'est pas comme... j'en ai fait la critique, n'hésitez pas à aller voir, c'est pas comme Rebel Moon de Zack Snyder, qui est... ça pullule, ça transpire de je plagie tout ce qui se passe. Tu vois. Là, effectivement, on pense plusieurs fois à Star Wars, mais l'auteur s'est vraiment approprié, enfin le réalisateur s'est vraiment approprié le récit très psychique, très froid et très absence de manichéisme, qui fait que oui, ok, peut-être que l'emballage ça fait Star Wars, mais par contre dans le fond le déroulé n'est pas du tout le même, et donc là on sent vraiment une œuvre qui est propre, qui ne dégueule pas d'inspiration d'autres choses. Là on a vraiment son propre style, son propre emballage. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est-à-dire que plusieurs fois j'ai pensé à Star Wars dans le déroulé des choses, mais par contre j'ai pas du tout eu l'impression qu'on me racontait la même chose, parce que les personnages ne pensent pas du tout pareil, parce que on nous présente pas les événements pareils, parce que les finalités ne sont pas les mêmes, ça y ressemble mais c'est pas les mêmes, donc c'était très cool. Autre chose qui est très bien, je trouve, dans la narration, comme je le disais, c'est son absence de manichéisme. J'ai beaucoup aimé la manière dont le film nous déroute sur la place du bien et du mal. C'est-à-dire que tu commences le film, suite à ce que tu as pu voir dans la partie 1, tu te dis, bon, eux c'est les gentils, eux c'est les méchants. Tu te poses pas de questions. Et en fait, plus tu vas avancer dans le film, et plus tu vas te poser des questions sur ça. Et c'est en ça aussi que je parlais de Game of Thronesisation un petit peu, c'est sur côté... tu sais, tu commences Game of Thrones, tu dis, bon bah ok, les Stark c'est les gentils, les Lannister c'est les méchants, point barre. Et en fait, plus tu avances dans le récit, plus tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça. Il y a de la nuance absolument partout.
et ça va vraiment se diffuser dans la narration. Il y avait, je crois que c'est Captain Popcorn qui avait sorti un titre de critique très juste qui disait Dune 2 va vous convertir. Et je trouve que le mot est terriblement bien choisi parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là où au début tu ne crois pas à certaines choses, plus tu vas avancer et plus tu vas dire ah mais en fait, tout le monde est endoctriné. Tout le monde est complètement abruti par le pouvoir. Il est là, mais qui peut sortir les personnages de cet état par cet état de mégalomanie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, plus tu avances et plus tout le monde sombre en fait. Tout le monde sombre dans les erreurs dans les horreurs du complot, du complotisme, de la religion, du fanatisme, plein de choses comme ça, et ce qui rend vraiment le récit très intéressant parce que quand ça se finit, t'es dérouté. Tu es vraiment dérouté, tu ne sais plus en qui croire. Là où tu voulais voir certaines choses, et une fois que tu les as, tu te dis ah non, en fait j'avais pas envie de les voir comme ça. J'avais pas envie de les voir dans ce sens-là. Donc ça aussi, pareil, je trouve que c'est une grande force du film, au-delà de, effectivement, son côté très épique avec des plans somptueux et puissants, il y a aussi, encore une fois, l'histoire qui t'emporte et qui, en tout cas moi, ne m'a pas du tout laissé indifférent, contrairement au premier. Donc c'est en ça aussi que je disais que ce film corrige vraiment énormément de choses. Je vais finir par un petit point négatif, on va dire. Alors peut-être deux. Alors, il y a un point qui évolue. Je parlais de fanatisme, et effectivement, je trouve que le fanatisme est très étouffant au bout d'un moment dans ce film. Mais encore une fois, c'est voulu. Donc, moi, j'ai trouvé ça étouffant, mais je le considère comme un demi-reproche, parce que en même temps, c'est le but du film. C'est le but de la narration, de ce que ça veut raconter. Donc, c'est là du début à la fin. C'est littéralement là au tout premier dialogue et à la toute fin. Donc, il y a une certaine logique. Donc, je peux pas dire que c'est une mauvaise chose. Moi, juste, ça m'a gêné parce qu'effectivement, il y a un moment donné où c'est très pesant dans ce que ça raconte et dans la mise en scène. Mais voilà. Deuxième chose que je reproche un petit peu au film, c'est-à-dire que, comme le premier, je n'arrive pas à beaucoup m'intéresser à l'univers de Dune. Quand je vois ces films de Dune, j'ai pas forcément envie d'explorer les planètes. J'ai pas la curiosité j'ai envie de découvrir tel peuple, j'ai envie de me dire tel peuple, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout est tellement chiadé et propre que ça en est surréaliste, et en fait c'est tellement surréaliste qu'en fait tu as l'impression de regarder une succession de fresques, de choses beaucoup trop clean pour te faire ressentir de l'implication sur les différents éléments. Tout est trop propre. Les costumes, les vaisseaux, les différentes salles, tout est tellement carré dans les coutumes, dans les vêtements, etc., etc. Et ce qui fait que je ne suis pas attaché à l'univers. J'en parlais avec un pote, je lui disais, tu vois, typiquement, parce qu'on prenait beaucoup le comparo avec Star Wars, je lui disais typiquement, Tatooine, dans Star Wars, a beau être beaucoup moins bien filmé que le désert dans Dune, que le désert d'Arrakis, il n'y a pas photo, hein. Le désert d'Arrakis est 1000 fois plus réaliste et mieux filmé que Tatooine, bien sûr, dans Star Wars. Et bah pourtant, je trouve le désert de Tatooine 1000 fois plus attachant, parce que tu vois des peuples différents, parce que tu vois des vêtements sales, parce que tu vois des bécanes qui sont en réparation, tu vois des marchands de droïdes, tu vois des motos différentes, de différents types, tu vois différents vaisseaux, tu vois, même les Stormtroopers dans leur costume, ils ont une certaine aura.
Mais dans Arrakis, tout est fait en fait pour que tu ne t'y attaches pas en fait. Parce que c'est beaucoup trop dans du froid et dans du religieux. Et tu sens que le fait de salir certaines choses, ça en deviendrait limite malsain. Ça en deviendrait profanateur, tu vois ce que je veux dire. Et donc, bah ouais, du coup, moi, ça m'aide pas à m'attacher à certaines choses. Voilà, c'est un peu le seul défaut que j'ai avec ce film. Là où dans Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, des grosses sagas comme ça, je me suis vraiment attaché aux univers concernés. Là, j'avoue, c'est mon problème. Malgré toutes les qualités que j'ai pu dire, au bout de 2 épisodes, je n'arrive pas à m'y attacher. Même toutes les autres planètes que tu vois, hormis Arrakis dans ce film, je suis désolé, mais j'y arrive pas. Tout le monde est beaucoup trop manipulateur et ne laisse pas assez paraître leurs vrais sentiments. Et donc, j'ai du mal encore à m'y attacher. Voilà. Je terminerai en parlant d'un dernier détail pour vous parler un petit peu. Je suis allé voir le film en IMAX. J'ai payé 8 € parce que j'ai l'abonnement, donc quand même, c'est quand même 8 €. Et si t'as pas l'abonnement, c'est une vingtaine d'euros, 23 €, j'ai vu, c'est assez... c'est extrêmement cher, je dois bien l'avouer. Mais je suis quand même extrêmement heureux d'avoir vu ce film en IMAX. Et non pas forcément pour l'image, mais pour le son. Parce que dans les salles IMAX, mais même les salles ICE, je crois, de CGR, c'est des salles qui ont un son très très bien équipé, de grande qualité. Et vraiment, j'encourage à voir ce film en IMAX, ne serait-ce que vraiment pour le son. Parce que plusieurs fois, ce film va jouer avec le son. Via un ver géant qui s'approche, via un vaisseau qui atterrit, qui s'éloigne, qui s'approche, via les différents coups de pression, on va dire, des pouvoirs psychiques des différents sorciers. Plusieurs fois, le film met très en avant l'importance du son. Et ce qui fait que dans une salle très bien équipée comme l'IMAX, l'immersion, elle est folle. Je vous jure, au niveau immersion, ça a été l'une des meilleures séances de ma vie. Parce que quand un ver s'approchait dans le film, tout dans la salle tremblait. Tu sentais tes sièges trembler, tu sentais le sol trembler. Et du coup, ça apportait un gigantisme supplémentaire. Quand un vaisseau se mettait à atterrir, tu le sentais atterrir. J'avais l'impression d'être dans une séance en 4D. Tellement on ressentait via le tremblement provoqué par le son tout ce qui se passait à l'écran. Vraiment, c'était extrêmement jouissif de cette importance du son. J'ai été bluffé en fait par ça et par à quel point ça coïncidait très très bien avec le film, avec ce film Dune partie 2. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire sur Dune partie 2. Donc j'espère que cette critique un petit peu longue vous aura plu, mais franchement c'est un film qui mérite, c'est vraiment un film grandiose qui je pense fait très 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 l'unanimité. J'ai vu que 2 personnes qui ont vraiment pas adhéré le truc, pas trop adhéré le truc, c'est JDG et Seb, mais sinon vraiment ça corrige beaucoup de points du premier. Et là encore une fois, c'est ce que je disais en début de critique, c'est-à-dire que là, quand tu t'enchaînes les deux, là ok, là il y a une logique. C'est comme en fait c'est un peu comme Harry Potter 7 partie 1 et partie 2. C'est-à-dire que la partie 1, c'est dur d'être pleinement satisfait de ta séance, quoi. Tellement ça tisse des choses, tellement ça machin. Il te faut la partie 2 dans le lot. Bah là c'est un peu pareil en fait. C'est vraiment pareil, là la partie 2 elle s'envole, enfin elle fait s'envoler l'intrigue. Il y a plein de points scénaristiques parce qu'il y a de vraies, on va dire, belles révélations dans ce deuxième film. Il y a certains plot twists qui trouvent complètement leur logique quand tu reconnectes les liens avec le premier film. Et ça c'est très très cool.
Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère en tout cas que cette critique vous aura plu. Prenez soin de vous les petits loulous, n'hésitez pas à aller voir les différents contenus de la chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et eh bien, je vous dis à très vite pour de prochaines critiques sur la chaîne. Prenez soin de vous les gens. Allez, ciao.